Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine. Au fond, le magazine du leader, un tout nouveau numéro qui reçoit pour vous un invité qui s'appelle Rombo Fumani. C'est un nom qui vous est peut-être familier parce qu'il a travaillé dans ce pays depuis beaucoup d'années, mais beaucoup plus dans la ville de Kinshasa. Il a travaillé dans la Société nationale d'électricité et aujourd'hui il a été appelé à servir la nation sous la bannière de député national. Bonjour Rombo Fumani. Bonjour Dianit. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Merci. Vous avez été élu député national. Pour quelle circonscription? Député national et député provincial. Double brassard. Voilà, pour la circonscription électorale de Gungu dans la province de Kwilu. Ok, et c'est une deuxième tentative. Vous avez essayé en 2011. Tout à fait. Ça n'a pas été. Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Non, en 2011, c'était tout à fait une aventure. Tu vois, là, tu me pousses vraiment à te donner mes sentiments vis-à-vis des gens de FCC. En 2011, tu sais, j'étais le meilleur élu de ma circonscription électorale. J'avais 16 600 voix, seul, sans compter les voix de mes colistiers. Alors qu'aucun parti politique n'a réalisé dans la circonscription électorale de Gungu plus de 16 000 voix. Aucun parti politique. Mais ce qui s'est passé là, c'est que vous avez appris, on est venu casser ma maison, on a brûlé les bulletins, on a brûlé les PV, toutes les élections et tout, des votes. Et nous avons été écartés comme ça, par la simple volonté de certaines personnes. Et là, je préfère vous dire vraiment que ça, j'ai gardé mauvais souvenir déjà de la majorité présidentielle, devenue par la suite FCC. C'était simplement ça, il n'y avait rien d'autre. Mais maintenant, en 2018, vous savez, la population a fait comme une espèce de vengeance. Parce qu'elle n'avait pas supporté les comportements de ces gens-là en 2011. Une injustice. Voilà. Et en 2018, vous savez que j'ai eu 47 000 voix. 47 000 voix au provincial et 46 000 voix au national. J'étais donc pratiquement les meilleurs élus de ma circonscription électorale. Si pas les meilleurs, les deuxièmes et meilleurs élus de la province, au provincial comme au national, parce que les meilleurs élus de la province, c'était le sénateur Mabaya, qui avait plus de 56 000 voix au national comme au provincial. Et moi, je venais en deuxième position dans la province de Kwilu. Donc, la population a dû régler les comptes, malgré toutes les autres injustices qu'on a connues en 2018, mais c'est difficile de nous descendre. C'était vraiment difficile. Mais qu'est-ce qui fait votre force dans cette circonscription quand même? Bon, d'abord, il faut dire que je suis un fils de Gungu. Je suis né dans Gungu, à la mission Ngashi. J'ai fait mes études là-bas en grande partie. Et une partie à l'Everville à Lusanga et finalement à l'université de Kinshasa. Il faut dire aussi que depuis tout ce temps, je n'ai jamais cessé d'aller à Gungu. Que ce soit lorsque j'étais dans les internats ou que j'étais à l'université de Kinshasa ou quand j'ai commencé à travailler. Depuis lors, je suis toujours allé à Gungu, j'ai toujours contribué un tout tant soit peu au développement de ces territoires. Je suis avec la jeunesse dans les activités sportives, culturelles, disons de façon générale, mais je suis surtout dans les activités de développement socio-culturel et de socio-économique. La construction des écoles, la construction des ponts, la construction des centres de santé. Et ça, je l'ai commencé il y a bien longtemps. Donc, aussitôt que j'ai commencé ma carrière d'abord pas à Merlin-Gérin, mais aussitôt que j'ai commencé ma carrière à la SNEL, en 89, pratiquement chaque année, j'ai réalisé quelque chose dans les territoires de Gungu. Et je ne réalisais pas simplement dans les secteurs ou les villages de ma mère, mais je les réalisais dans tous les secteurs. Si bien qu'aujourd'hui, mes réalisations sont présentes dans les 12 secteurs. C'est 12 secteurs de ces territoires-là. Et donc les gens, aujourd'hui, ils m'aiment à tel point que ça me fait même peur la façon dont ils m'aiment. ça me fait peur. Mais je pense qu'ils ont raison de m'aimer de cette manière-là. Et vous pouvez remarquer que depuis qu'on est à l'Assemblée nationale, nous avons déjà eu 3 ou 4 vacances parlementaires et les 4 fois je suis parti. Je suis parti primo pour remercier les électeurs et deuxièmement pour aller voir avec eux certains projets de développement pour leur intérêt, étant donné qu'on ne peut pas laisser l'État seul. Et tout ce que nous avons connu, Covid et tous les problèmes que le gouvernement a rencontrés, ce n'était pas facile pour le gouvernement d'aller s'occuper des centres de santé dans les petits villages, des écoles et tout ça, mais moi je rentre toujours pour ça. Je me mets avec les villageois, avec mes frères. Nous essayons de regarder la possibilité de construire une polyclinique ou de construire, d'arranger une école ou d'arranger des ponts, des trucs comme ça. Et on en a construit comme ça près de 28 centres de santé.
Quand je pars maintenant, c'est pour aller inaugurer. Sur fonds propres ou vous avez des appuis? Non, on n'a pas d'appui, mais il y a de temps en temps les gens de bonne volonté. Et c'est souvent les gens de notre parti, hein, en majorité. Les gens de notre parti, ceux qui travaillent, qui de temps en temps peuvent donner $500, $200 et tout. Mais en grande partie, c'est moi-même. C'est moi. Là, quand je descends à Gungu pendant ces vacances, c'est pour aller inaugurer une polyclinique en face de la rivière Kouilou, dans un village presque abandonné, où j'ai arrangé une école et puis maintenant j'ai construit une polyclinique que je vais remettre à la zone de santé. Donc je l'ai fait comme ça pour essayer d'aider les gens. À l'époque, on pouvait trouver des gens qui faisaient 15 km, 20 km avant d'avoir les soins. Mais aujourd'hui, j'ai fait en sorte que ce pari est gagné, que personne n'ait fait plus de 10 km dans les Gungu pour avoir les soins de santé primaire. J'ai essayé de mettre quelque part un dispensaire, une polyclinique, ça dépend de la taille de l'agglomération. Et j'ai continué à les faire, je ne me fatiguerai pas. Je comprends, vous intervenez dans le secteur du développement, notamment pour la santé et l'éducation. Voilà, mais aujourd'hui, quels sont les autres problèmes que connaissent, comment on les appelle déjà les habitants de Gungu? Et bon, enfin, ces compatriotes congolais. Et ce sont surnommés des Pékinois, donc ils pensent qu'ils sont à Pékin, Gungu, et tout, bon, mais ils ont beaucoup de problèmes. Hein. Oui. Ils ont beaucoup de problèmes. Bon, il faut dire que un des premiers problèmes, c'est l'électricité. Vous savez, l'électricité, c'est les moteurs des développements. Dans un pays où on néglige l'électricité, il n'y aura jamais de développement. Comment vous allez industrialiser les pays? Comment vous allez... Regardez là, nous travaillons grâce à l'électricité. Vous ne pourrez rien faire, même pour améliorer les conditions de vie dans un foyer, il faut l'électricité. Donc il y a un véritable problème pour l'électricité, mais je crois que on est en train de pousser petit à petit avec les projets de Kakobo là, qui étaient au même moment que Katende. Mais Katende a eu des sérieux problèmes, que nos concitoyens ont abîmés, ils ont fait des histoires. Bon, ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis président de la commission, de la sous-commission ressources hydrauliques et électricité à l'Assemblée nationale. J'ai déjà eu des informations sur ça. Nous avons donné des directives concrètes au ministre des ressources hydrauliques et électricité pour qu'il voit comment reprendre les choses de Katende. Parce que Kakobo, les Katende sont un peu comme des projets sœurs. Depuis que je suis à la SNEL, c'est comme ça que je les ai connus. Maintenant, Kakobo a beaucoup de chance de se terminer dans une année et demie éventuellement, parce que la centrale est terminée, les lignes sont en train d'être retirées. Et je me dis, avec ça au moins, il y aura de l'électricité à Kikwit et deux fois, mais spécialement à Gungu, ma circonscription électorale. Quand je pars maintenant en vacances, c'est pour essayer de regrouper les hommes d'affaires, les mamans, la population, parce que je l'ai déjà donné les messages, c'est pour une conférence. Que faire avec l'électricité qui va arriver dans une année? Que les gens sachent que l'électricité, ce n'est pas simplement avoir l'éclairage et tout ça, mais qu'ils comprennent qu'ils peuvent produire, ils peuvent avoir de l'argent en utilisant l'électricité. Donc je pars pour ça, je vais discuter avec eux, je pense qu'ils attendent ça impatiemment. Vous avez posé la question de savoir combien de mégawatts. Pour la centrale de Kakobo, là, c'est 11 MVA. Et la demande, le besoin, il est de... Bon, 1 mégawatt dans un premier temps, qui a été calculé comme ça. Mais je crois depuis qu'on a annoncé l'avènement de l'électricité, on commence à sentir un engouement. Voilà, des gens qui partent des villages pour s'installer et des gens qui quittent la ville pour pouvoir faire quelque chose là. Quand nous allons maintenant faire la conférence là, dont nous parlons pendant ces vacances, je pense que ça va réveiller les esprits des gens et on aura beaucoup de gens qui vont vouloir venir s'installer pour une petite activité semi-industrielle ou commerciale. La demande va vite augmenter parce que l'expérience nous a montré que quand on amène l'électricité dans un coin, les 10 premières années, il y a vraiment une croissance de la demande. Et nous pensons que ça sera le cas pour Gungu. Mais vous n'avez pas pris des précautions pour imaginer ou entrevoir la possibilité que la demande sera de plus en plus croissante? Mais c'est ce que nous faisons dans les études. Les études disent toujours, nous commençons par faire une étude de la demande. L'étude de la demande tient compte aussi de l'évolution démographique et aussi des possibilités ou des probabilités d'investissement pour l'industrie, la semi-industrie, le commercial, etc. Tout dépend des capacités, des potentiels que présente l'agglomération. Mais la croissance démographique, ça, nous avons des formules pour calculer. Donc, on sait que les taux ici de croissance démographique annuelle est peut-être de 3% ou de 5% là. Donc, on peut déjà dire aujourd'hui, si on a une population de 300 000 habitants, nous savons qu'au bout de 5 ans, on aura
on aura telle population, au bout de 10 ans, on aura telle population, et donc la demande sera d'autant à cette période-là. Donc ces projections sont faites dans les études. Alors maintenant, vous savez que lorsqu'une centrale est installée, lorsque ces installations sont mises, c'est figé. Ok. Mais la demande, elle est croissante. Elle est croissante. Voilà, il y a parfois des événements qui viennent et qui échappent au contrôle des études. Les études qui ont été menées n'ont pas tenu compte que probablement que quelqu'un va découvrir un gisement minier ou quelque chose comme ça, que ça va demander une industrie qui exigera beaucoup d'électricité. À ce moment, ça va dépasser la prévision, etc. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est que une fois que c'est déjà mis, que la demande est en train d'aller, que la consommation augmente, on sait lire la progression de la consommation pour déjà dire que dans 5 ou dans 10 ans, la capacité de la centrale sera dépassée. Et donc à ce moment-là, il faut imaginer l'extension. Eh bien, dans tout le monde normal, c'est comme ça qu'on fonctionne. À ce moment-là, il faut imaginer l'extension. Si vous avez aujourd'hui 11 MW à Kakobola, mais vous devez savoir probablement que dans 15 ans, la demande sera de 15 MW ou de 20 MW. Parce que la population ne fait que croître. Et donc à ce moment-là, il faut commencer à étudier, à rechercher les financements et à mettre tout ça en place. Mener les études pour savoir où ça sera installé, en amont, en aval, ou bien on va mettre sur les mêmes sites et ainsi de suite. Est-ce que le gouvernement est au courant et conscient de je voulais dire, responsabilité par rapport justement au lendemain de la mise en œuvre de ce barrage? Le gouvernement, je pense que bien sûr, oui, hein, parce qu'un gouvernement ne peut pas n'agir pas sans prévision. Je pense que le gouvernement, quand tu dis gouvernement, ça dépend maintenant de la cellule qui s'occupe de ces genres de problèmes. Qui s'occupe des gens des problèmes d'électricité, comme l'électricité chez nous, je crois que c'est le ministère de l'électricité, le secrétariat général à l'énergie, et ensuite les opérateurs économiques, et plutôt les opérateurs du secteur comme la SNEL. Okay. Donc, je sais très bien que la SNEL nous avons formé quand même suffisamment de cadres là-bas qui peuvent faire des études comme ça et faire des projections. Mais si même la SNEL ne peut pas les faire, mais le gouvernement peut recourir à n'importe quel bureau d'études qui peut lui faire ça. Et je pense que c'est ce qui se passe. Sinon, si on est passé par des périodes où on n'a pas eu des gens qui avaient cette façon de voir les choses, c'est malheureux, mais il faudra changer les choses pour travailler normalement. Mais la question que vous m'avez posée, ce n'était pas seulement sur l'électricité, parce que là, on est entré dans votre domaine d'origine. Voilà, exactement. Mais je voulais répondre à votre préoccupation par rapport au problème des habitants de Gungu. Je n'ai pas de problème d'électricité. Et étant mon domaine, moi, je me donne la peine plutôt d'électrifier des villages, au fait. Okay. J'ai déjà électrifié 3. Et c'est étonnant. Hein, donc, avec nos propres moyens, nous essayons de faire quelque chose pour que les gens aient de l'électricité quelque part en permanence pour lire, pour soigner les malades, pour avoir de l'eau potable, pour tout les... Quand vous avez électrifié, ça signifie vous avez apporté quoi? Des batteries, panneaux? Bon, là on va pas dans les détails. Nous avons par exemple donné de l'électricité au village de Kassanza, c'est un grand village. Okay. Mais là nous avons profité de l'existence d'une microcentrale, des missionnaires, des trappistes, des moines de Kassanza, qui se trouvent à 2 km du village. Et donc nous avons discuté avec eux et je leur ai fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas disposer d'électricité, être les seuls heureux. Okay. Il faut que les villageois qui les entourent disposent d'électricité et peuvent changer leur vie. Je les ai convaincus. À l'époque, ils avaient un priéré, comme ils appellent père prière, donc les supérieurs, qui a compris cet aspect des choses, et je lui ai dit que j'étais prêt moi-même à amener des poteaux, à amener des câbles, à amener des disjoncteurs, à amener des lampes, à amener tout ça. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et du personnel qui a travaillé. On a tiré ces kilomètres. Vous avez fait quoi? Vous avez piqué à la SNEL quand vous étiez cadre à la SNEL, et puis vous avez amené là-bas? Non, je vais vous dire d'abord que ça ne s'est pas passé à cette période. Maintenant, je vais vous expliquer. Ça s'est passé quand j'étais PCA à la Régie des eaux. Ok. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer que je viens de faire encore autre chose pendant que je suis député national et qui n'a rien à voir avec la SNEL. Bon, ça s'est fait avec du câble. L'avantage que moi j'ai par rapport à d'autres personnes, moi c'est des choses que je connais. Je suis ingénieur de formation, je suis un ingénieur civil, électricien de formation. Je sais où acheter, à quel prix acheter, quelle qualité acheter, moi-même déjà. Donc, il n'y a personne qui peut venir me dire, vous savez, chef, ça c'est autant, ça coûte autant, ça c'est... Non, c'est moi-même qui conçois, je mets les plans, les schémas, et puis je lui dis, va exécuter. Éventuellement, quand on exécute, je surveille. Et ces gens, ils ont de l'électricité du matin au soir, et la vie dans ces villages a changé.
complètement. Non, mais on aimerait bien voir Alors toi ça. qui as voulu savoir pourquoi les gens m'aiment beaucoup, est-ce que les gens d'un village comme ça, tu peux t'imaginer qu'un jour, ils peuvent m'oublier? Impossible. Maintenant, le deuxième village, c'est un, disons, de chez moi, mais ce n'est pas vraiment le village de ma mère, mais de chez moi. Ça s'appelle Moukedi. Moukedi, c'est une grande agglomération. Oui, je vois Moukedi, sur la route de Tchikapa. Voilà. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était on a mis une centrale thermique avec les groupes. La population est tout à fait d'accord que ça se passe comme ça. On a installé un groupe de 50 kVA et nous avons cherché des poteaux bois nous-mêmes dans la forêt à côté. De la forêt de Kilembe, il y a une forêt à côté où nous avons cherché une essence que nous avons traitée nous-mêmes à notre manière et que nous avons implantée. Donc si vous passez dans les villages là-bas, vous serez étonné de voir qu'il y a des bons poteaux et tout, de 12 mètres et tout ça bien installé. Et nous avons fait la distribution avec des câbles torsadés, aluminium. En fait, ça ne coûte pas cher. Du 35 carrés ou du 70 carrés, probablement avec $3 les mètres ou $5 les mètres, les 70 mm carrés, aluminium. Et on a acheté 5 km de câbles. Nous avons installé, nous avons construit une maisonnette, nous avons installé notre groupe. J'ai pris des techniciens, qui ne sont d'ailleurs pas des techniciens de la SNEL, mais des techniciens de la cité, d'ailleurs de Kikwit, et un qui est parti de Kinshasa. Ils ont tiré partout, on a mis des lampes, des projecteurs, qu'on a acheté dans les magasins ici, et c'était vraiment étonnant, c'était terrible. Donc, on a lancé l'électricité, et les gens ont du courant dans leur maison. Et là-bas, pour nous en sortir, parce que à Kassanda, c'est différent, c'est d'origine hydroélectrique. Donc là, c'est une origine d'énergie renouvelable et tout ça intarissable. Mais de l'autre côté, c'est sur base de carburant, de gazole. Et là, c'est la population qui contribue. Là, la population est d'accord. Et vous savez ce qu'ils ont fait, c'est ça, ça m'a étonné. C'est eux-mêmes qui ont mis l'organisation en place. Et ils m'ont fait les rapports en me disant qu'ils ont décidé que tous ceux qui sont raccordés, au début, quand ils ont commencé, ils avaient 80 abonnés. Et chaque abonné payait 1000 francs par jour. Ok. Vous savez, à Moukedi, les gens ont un esprit un peu commercial. Oui, c'est des gens qui se débrouillent. Ils se débrouillent. Et il y a du trafic avec tous les commerçants qui passent. Dans tout mon territoire, là, régulièrement, les gens me demandent de l'argent, très souvent. Et quand je regarde avec mon assistant et les autres, j'ai dit, mais on me demande plus d'argent là-bas. Mais du coup, à Moukedi et Kilembe ne me demandent pas de l'argent. Donc, c'est des gens qui ont déjà un esprit, étant donné la présence des Américains depuis des années là-bas, les gens, ils se débrouillent, ils vivent bien. Et donc, ils se sont mis d'accord, ils ont un esprit associatif. Ils se sont mis d'accord, ils donnent 1000 francs chacun par jour. Et donc, quand ils ont 1000 francs par jour, et plutôt que chacun paye 1000 francs par jour, ils ont 80 000 francs. Donc, en 2 ou 3 jours ou 4 jours, ils peuvent avoir un fût de gazole. Moi, j'ai commencé par donner les 2 premiers fûts des gazoles de démarrage, et ensuite c'est eux-mêmes qui continuent à entretenir leur système. Là, hier soir, j'ai reçu un message, ils me disent que le groupe est à l'arrêt, il doit y avoir un petit problème. Ça, c'est pas grave, on est habitué, c'est un groupe, il peut y avoir un petit problème, et puis j'ai attiré leur attention que chaque fois qu'ils voient, par exemple, sur les tableaux, un voyant rouge, ils doivent arrêter. Voilà. Dès qu'ils voient un voyant rouge, ils arrêtent complètement les groupes. Ça signifie qu'il y a un risque. Un dysfonctionnement. Bon, peut-être que c'est ça. Donc on va essayer de voir. Et puis après, on va les remettre en service. Et ça a changé un tout petit peu la vie. Vous savez que nous avons 4 instituts supérieurs à Moukedi. Et les étudiants, au moins, ils ont le temps de lire de 18h à minuit. Il y a de l'électricité. Et puis, il y a des chaînes de radio-télévision comme la mienne qui est là. Et donc, même si nous sommes sur les panneaux solaires, mais nous avons la possibilité les soirs de nous brancher sur les réseaux publics. Et puis, par après, nous rebrancher sur nos panneaux solaires et continuer à fonctionner jour et nuit sans arrêt, etc. Bon, donc vous voyez que c'est des choses qu'on essaie de faire au prix de multiples sacrifices, uniquement pour aider cette population en ce qui concerne les domaines de l'électricité. Mais le territoire de Gungu a beaucoup d'autres problèmes. Beaucoup. La route elle-même qui mène vers le chef-lieu du territoire est abîmée. Je suis intervenu 2 fois, en louant des tracteurs, en payant l'office des routes, pour avoir des tracteurs, payer du gazole et tout ça pour mettre à des reprises. Vous payez l'office de route? Non, disons que je prends les engins, et puis je paye les personnels de l'office de route qui travaillent. Mais c'est quand même fréquent cette pratique. Est-ce que c'est normal? Et je paye du gazole moi-même, je paye des huiles hydrauliques, etc. Et puis j'ai fait tourner l'affaire.
La cité de Gungu était divisée en 3 cités à l'époque avec des ravins, mais j'ai dû intervenir seul. Vous êtes député national. Ça c'est fréquent, c'est pas seulement chez vous. Dernièrement, il y a 4 mois. Même à Kinshasa, il y a 4 mois, on a eu ces l'OVD pour intervenir, il faut que la population s'organise. Mais vous êtes député national, mais pourquoi vous acceptez cet état des choses? Je vais vous dire des secrets. C'est que la population parfois ne connaît pas. Que les députés aujourd'hui est en train de supporter l'insupportable. Les députés, surtout les députés élus comme nous. Parce que tout le monde vous rappelle, chaque soir, chaque matin... Pourquoi vous insistez de députés élus comme nous? Parce qu'il y a eu des nommés, excusez-moi, j'ouvre la parenthèse, la ferme. Il y a eu des nommés, ils sont pleins. Mais chaque matin, les gens vous rappellent toujours qu'ils vous ont élus pour que vous puissiez régler les problèmes. Ça vous pèse dans la conscience. Alors, nous nous réveillons il y a 4 mois, 5 mois, à Gungu, la route se coupe. Tu sais, Gungu, c'est un peu après les Kwilu. Quand vous venez, vous êtes dépassé Kwilu et puis 1 kilomètre après, vous êtes dans la cité de Gungu. C'est sur la montagne, et puis tout de part et d'autre. Quand il pleut, je vous dis, il y a des risques que cette route se coupe. Elle s'est coupée à des endroits, des ravins qui ont coupé la route. Tous les véhicules, il y en avait 12 de l'autre côté, qui ne savaient pas accéder. Donc on n'avait pas de produits manufacturiers dans la cité, pas de vivres faits, parce que généralement la cité là amène les vivres faits de Kinshasa. Oui. Et ces vivres faits risquent de s'abîmer non plus, encore. Donc, les gens ont souffert. J'ai pris personnellement mon téléphone, j'ai appelé les gouverneurs de la province de Kwilu. Vous pouvez vous imaginer la réaction. Je ne lui disais rien. Vous savez ce qu'il a fait? Il a envoyé 1 600 000 à son administrateur de territoire pour qu'on arrange cette affaire-là. J'ai dit, ce n'est pas ça l'approche. Ce n'est pas ça l'approche. Je suis ingénieur, je vous dis des choses qu'il faut. Dans ces cas, les choses, ce n'est pas ça l'approche. C'est monsieur qui a pris l'argent, d'abord il bouffe une partie, déjà c'est parti, et puis il vient avec 300 000 pour donner aux jeunes gens à qui j'avais déjà donné des pelles pour essayer de commencer à faire quelque chose, et ça n'a pas donné les résultats. Au finish, j'étais obligé d'aller supplier les Indiens qui travaillaient à Kakobola pour qu'ils me donnent leur niveleuse et leur benne et tout, pour combattre ces érosions. J'ai dû appeler la jeunesse. Et là, vous y mettez vous-même les carburants. Les risques que je prends d'abord, c'est avec mes propres moyens. Et puis après, j'ai appelé la jeunesse de Gungu pour dire que si chacun a ne fût-ce que $10 ou $20, il peut contribuer pour que nous ayons du carburant, comme ça nous arrangeons complètement la route. Et là, j'ai eu une réponse favorable des jeunes de Gungu. Vous savez, nous avons collectionné près de $6 000 de contributions des jeunes. Wow. Nous avons appelé les ministres des infrastructures, nous avons abordé les DG de l'office des routes. Attendez, nous n'avons qu'une seule niveleuse qui est à tel endroit, non, des histoires de la philosophie et tout. Moi, je n'aime pas la philosophie, moi, vous me connaissez, c'est ma nature. J'aime pas la philosophie. Il y a un problème qui se pose, il faut trouver une solution dans l'immédiat. Ces problèmes-là, une fois qu'on commence à les régler, on les met dans les passés, on passe. On pense à d'autres problèmes, parce qu'il y en a toujours. Mais commencer à philosopher, à attendre qu'un véhicule qui est à Mangaï ou je ne sais pas où, qui termine, qu'il vienne, mais entre-temps. Alors j'étais obligé d'aborder les Indiens pour qu'ils nous fassent louer les engins. Enfin, ils ont refusé de nous faire louer, ils ont accepté comme c'est moi. Ils ont dit, monsieur Foumani, on vous les donne parce qu'on connaît ce que vous faites pour cette population-là. Et puis ensuite, un jour, ces Indiens ont eu des problèmes avec ça c'est une parenthèse que j'ouvre, je vais la refermer. Ils ont eu des problèmes avec la jeunesse des Gungu, pour les histoires des trucs des Kakobo là, et ils ont perdu les passeports, dans l'affrontement, les ordinateurs et tout. Tout le monde s'est mis à pleurer, on ne savait pas où étaient partis les passeports. Je leur ai dit, Gungu, c'est chez moi, je connais ce monde-là, laissez, je vais vous ramener vos passeports demain. Moi j'étais à Kinshasa, vous viendrez chez moi chercher vos passeports. Ils n'ont pas compris. Moi je sais sur qui taper. Je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un et je lui dis, si d'ici ce soir vous ne me remettez pas ces passeports-là, moi je ne viens plus là-bas. Ok. Et autour des 22h, j'avais les passeports dans une enveloppe à Kikwit, comme les a envoyés. Donc les Indiens, ils ont compris que cette population m'écoute. Ils m'ont donné les engins, ils ont dit, bon, les carburants, c'est à votre charge, les huiles, tout ça, c'est à votre charge. Ces engins sont vraiment
des consommateurs de carburant et de tous les autres produits là, comme les huiles hydrauliques, bon, etc. Donc, j'ai arrangé. J'ai arrangé. Mais aujourd'hui, moi, je te parle, il y a encore des problèmes qui se posent. Mais il n'y a pas un gouvernement provincial chez moi. Il n'y en a pas. Comment ça? Mais on a un gouverneur qui ne fait rien, qui dort. Parce que moi, je serai gouverneur de cette province-là. J'apprends que là-bas, il y a tel problème. Pourquoi je vais m'asseoir dans mon bureau? Pourquoi je ne vais pas bouger ma tête? Non, mais parce qu'il y a plusieurs territoires. Mais dans n'importe quel territoire, j'irai. Il y a en plus des villes. Mais bien sûr. Mais c'est ça mon travail. Territoire qui est 5, 6, 10 territoires, ou 3, 4, 5, 10 villes. C'est ça mon travail en tant que gouverneur avec mon gouvernement. Oui, mais il ne va pas se mettre à se déplacer partout. Il a un gouvernement. À quoi lui sert ce gouvernement qu'il a mis en place? Ce n'est pas à lui qu'on demande d'aller. Et même il peut se déplacer. Qu'est-ce qui l'empêche de se déplacer dans sa circonscription? Donc il peut tourner. Et chez nous, ce n'est pas aussi compliqué. Ce n'est pas aussi compliqué. Hein. Tu peux partir de Bandundu, tu arrives à Boulungu, tu es à Massi, tu viens à Kikwit, et puis tu es à Idio Fagungu, puis tu as bouclé, la tournée. Donc en 4 jours, tu as tout bouclé. Donc moi, je ne dis pas que nécessairement il doit se déplacer, mais je crois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez un gouvernement, à quoi il sert? Je pense que la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre l'autre gouvernement ici dehors. Vous avez un gouvernement, mais à quoi il vous sert? Votre ministre des infrastructures, il sert à quoi? C'est au bureau. Il travaille au bureau. Si nous restons toujours au bureau, comme vous êtes en train de me le dire là, la misère de la population congolaise va s'accroître. Nous ne ferons rien. Nous ne ferons vraiment rien. Et ça n'avancera pas dans ces pays. L'autre problème d'Angungu, c'est le chômage de la jeunesse. Et je pense que c'est quand même général hein, pour la République. Oui. Tous les jeunes qui terminent les universités là-bas, nous avons une université avec 4 ou 5 instituts supérieurs dans les centres de Gungu. Tous ces jeunes gens qui terminent, ils deviennent des wewa comme partout. Ils deviennent des vendeurs de crédits de téléphone dans les coins de rue. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes. Et ça nous préoccupe beaucoup. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de lutter en sorte. Mais est-ce qu'ils ont étudié? Ils ont étudié, tant bien que mal. Ils ont étudié, ils ont terminé les ISP, les ISC, les trucs comme ça. Tu vois. Mais les diplômes qui ne servent pas? Moi, j'ai toujours dit que je ne peux pas continuer à incriminer la jeunesse là. Si la jeunesse là a des diplômes qui ne servent pas, ou cette jeunesse là parle pas très bien, ne communique pas très bien, n'est pas capable de faire quelque chose, c'est notre faute. C'est notre faute. Vous ne me direz pas que les jeunes Congolais, il est moins intelligent que les jeunes Ivoiriens. Mais tout dépend de l'ambiance, de l'environnement dans lequel évolue la personne. Tout dépend du sérieux que nous mettons dans l'éducation, dans l'enseignement que nous donnons à nos enfants. Nous, on nous a donné, je donne un exemple, on nous a donné un enseignement très rigoureux. 2 fois par jour, on allait à l'école. Oui. On commence à 8h, on arrête à midi, on reprend à 13h30. On sort, à 16h, on va au sport, on va au travail manuel et puis on retourne. À l'internat, on nous apprenait, on servait à telle heure, on va dans la douche, on vient à telle heure, on prie, à telle heure, on mange, à telle heure, on va étudier, ainsi de suite. On ne jette pas des papiers sur la pelouse, on ne doit pas, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que nous devons apprendre à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, nous avons appris des choses que nous ne voulons pas transmettre à nos enfants, à notre jeunesse, et nous commençons à nous plaindre. Mais nous allons nous plaindre toujours. C'est comme un parent qui ne veut pas... Donc les enfants ont plus de temps de distraction, pour ne pas parler de divertissement, que le temps de travailler pour leur avenir. Oui, Yenit. Rendez-vous compte. Quelqu'un, moi je parle des ingénieurs, parce que j'ai eu à étudier des ingénieurs à la SNEL comme à la Régie des eaux. Je parle vraiment des ingénieurs. Les gens, tous les gens qui vous crient ingénieur tel, en fait ils ne sont pas des ingénieurs. Si quelqu'un sait réparer un vélo, il devient automatiquement ingénieur. S'il sait faire l'installation des lampes dans une maison, il s'appelle appeler ingénieur. C'est pas ça. Je les ai eus en stage, je les ai embauchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je vous dis, comment veux-tu que quelqu'un qui a fait les humanités pédagogiques et qui, à un moment donné, il travaille par exemple quelque part, mais il commence à faire le cours du soir de 15h à 17h à 19h, à l'ISTA, ISC, ISTP, quelque chose comme ça, 2 ou 3 heures par jour, il revient, et après il a son diplôme d'ingénieur, et il vous dit qu'il a la même formation que celui qui a fait la Polytechnique. Il a la même formation que celui, son collègue, son ami, qui va à l'université de 8h à 18h, et il va dans la salle de manipulation, puis il ressort fatigué tous les jours. Voilà où nous avons abîmé un peu les choses dans ce pays, où nous avons manqué de rigueur. Et après, nous commençons à nous plaindre parce que nous avons des jeunes gens qui ne sont pas bien formés. Et quand on dit par exemple que la plupart des jeunes Congolais, ils préfèrent aller étudier à Brazzaville, aller étudier au Gabon, etc. qu'étudier. C'est parce que même eux, ils sont conscients
que ce qu'on leur donne ici, ce n'est pas ça qui va leur servir dans la vie. Donc, je voulais dire que le chômage des jeunes, c'est un des problèmes du territoire de Gungu. C'est pourquoi nous pensons que parmi les solutions, probablement l'avènement de l'électricité dans la cité de Gungu va apporter un petit soulagement et va amener les gens à l'auto-entrepreneuriat, probablement, pour commencer à gagner la vie, etc. Bon, nous courons derrière le temps, malheureusement, on ne sait pas... Il y a d'autres problèmes. Il y a beaucoup de problèmes, Voilà, nous allons quand même parler de... Vous êtes député national, donc politique. Aujourd'hui, il y a un vent de bouleversement, de changements ou de déboulonnage, comme on aime bien le dire actuellement au pays. Vous avez un parti politique et vous êtes dans un regroupement politique. Tous ces changements qui arrivent avec l'Union sacrée de la nation, initiée par le chef de l'État, profitent en quoi aux Congolais? Merci. Avant tout, j'aimerais vous dire que ces changements étaient inévitables. Moi, je parle plutôt d'une révolution. Parce qu'un changement, ça me paraît léger, superficiel. Mais une révolution, c'est un changement de fond. Quand un mal persiste, il faut révolutionner. Je répète vraiment, quand un mal persiste, il faut révolutionner. Vous ne pouvez pas colmater, faire ceci, mais ce mal persiste. Il faut carrément révolutionner, changer les fusils d'épaule. Mon cher ami, là où la MP, la majorité présidentielle du régime de Kabila, et les FCC nous ont amené ces criminels. Comment ça? Oui. Est-ce que vous savez que même dans nos villages, pour être préfet d'une école, il fallait être de cette obédience-là? Non. Je te l'ai dit, même pour être médecin, chef des zones de santé, il faut appartenir au PPRD et chez moi, plus encore au PPRD ou au PALU, un point très. Non, le PPRD c'était seulement ici à Kinshasa, dans les entreprises. Non, mais je voulais que je vous cite des noms. Ces gens-là, ils ont inféodé, ils ont abîmé tous les systèmes du pays. Donc, pour que quelqu'un devienne préfet d'une école, on doit savoir s'il est PPRD ou il est FCC. Si tu dis, tu es de l'ACC, tu es de l'ADD, tu es de l'UDPS, tu es de l'UNC, tu n'as pas de place. Non, mais c'est grave ce que vous dites. Va chez moi, toi tu es journaliste, tu vas chez moi, tu vas interviewer les gens. Si tu peux trouver un médecin chef de zone de santé, ou un chef de division de l'enseignement primaire et secondaire, ou n'importe qui est haute PPRD, qui est de l'UNC, qui est de MLC, qui est de l'ACC, qui est... Non, Palou c'est MM, c'est la même famille avec les FCC. Palou c'était... Oui. C'est pas si c'est les coachs ou quoi, non? Donc, quelqu'un de l'UNC, de l'UDPS, de l'ACC, de MLC, il n'y en a pas. Ou des G7, des trucs comme ça, il n'y en a pas. Ils ont inféodé tous les systèmes. Et malheureusement, ils ont mis la main ils ont positionné des gens qui sont des médiocres. Je n'ai pas des médiocres parce que regardez tous les problèmes que je viens de citer, s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Donc c'est des médiocres. 18 ans. Le plus important, c'est d'être de leur obédience, d'être quelqu'un qui est devant pour casser, pour faire du banditisme la nuit à leur faveur, aller brûler les urnes, aller tabasser, casser les maisons des opposants à l'époque. Et à ce moment-là, vous avez un poste, vous pouvez même devenir administrateur de territoire. Pourquoi pas? Les chefs des secteurs. Tout ça, c'est eux-mêmes. Ils ont contrôlé tous les systèmes. Mais est-ce que vraiment on peut continuer comme ça? Première chose, c'est ça. La deuxième chose, quand je viens à l'Assemblée, c'est ma première législature, je viens à l'Assemblée avec l'intention d'apporter une expertise et dire, bon, vous savez, c'est peuplé des juristes, des sociologues, des trucs comme ça. Dit, nous allons apporter une dimension quand même des ingénieurs, des techniciens, des trucs comme ça, etc. Des gens qui ont une longue expérience de gestion des affaires publiques, des entreprises publiques, etc. Nous sommes là, hein. Nous sommes là, des ingénieurs comme ça, on est 5 ou 6, hein, ingénieurs civils qui ont une longue carrière dans les entreprises, etc. C'est de la SNEL, nous sommes d'ailleurs à 2, moi-même et mon jeune frère Kodo. Nous arrivons là, la première des choses que nous remarquons, c'est que nous sommes la majorité, donc vous, les gens de l'opposition, on s'en fout de vous. Quelle que soit votre intelligence, votre façon de faire, votre façon de voir, on s'en fout de vous. Paf, on commence par la mise en place du bureau de l'Assemblée. Nous disons, nous avons 20%, nous sommes opposition, mais nous avons quand même 20%
des députés, plus ou moins 1,6, on arrondit à 20%. Donc nous pouvons avoir 20% des sièges. Ils ont dit niet, un seul. Et ils ont imposé, ils étaient la majorité, et comme semble-t-il que la démocratie, c'est la loi de la majorité, ils ont imposé la loi. Nous avons supporté. On va dans les commissions, pour les présidents des commissions et tout. Nous, notre commission, la commission infrastructure, est restée 3 ou 4 mois sans président. Comment ça? Par la simple volonté du bureau de l'Assemblée. Qui devait désigner? C'est vous-même ou c'est le bureau? Non, vous savez, ils avaient vous proposez des candidatures. Nous tombons sur Mwando Simba. D'après notre organisation interne, nous nous sommes dit, bon, c'est Mwando qui va diriger la commission. La commission. Il est un économiste, il est un financier, il connaît des choses. Mais nous sommes des ingénieurs, nous sommes là. Moi, j'ai la sous-commission ressources hydrauliques et électricité. Nous allons lui apporter notre expertise, nous allons travailler. Ces gens ont refusé. On ne veut pas de Mwando. Pour la simple raison que Mwando est proche de Katumbi. Et quelle est la raison qui était... La seule raison, c'est là que Château est avancé. Katumbi. Il ne faut pas. Nous sommes restés 5 ou 6 mois sans président. Vous vous rendez compte? Et puis finalement, ils ont dit, bon, à cette allure, ça ne va pas. Moi, on est venu même me voir. Bon, au lieu de Mwando, toi, tu peux prendre. Je leur ai dit, s'il vous plaît, moi, c'est un homme de parole. Nous sommes déjà arrangés, nous avons présenté un candidat. Je ne peux pas, moi je n'ai pas cette habitude-là, je vais venir pour dire maintenant c'est moi. C'est honteux, non? Vraiment. C'est vraiment honteux. Et puis, c'est pas honnête. Et puis ça reflète votre éducation, tout ça, oui, bah, et finalement, on a dit, bon, alors c'est Mwando et tout. Et ça s'est passé sans un accompagnement du bureau. Mais nous avons mis notre comité. À l'époque, le bureau Janine Mabunda. Le bureau de Mabunda. Nous avons mis notre président, nous l'avons mis en place et nous avons commencé à travailler. Nous sommes là pour légiférer. Nous devons analyser, examiner et voter des lois. Nous devons faire les contrôles parlementaires, c'est-à-dire voir comment ça fonctionne au niveau des ministères, au niveau des entreprises, des établissements publics, des services de l'État, des trucs comme ça. Mais il faut voir comment ça se passe. Il fallait voir les lois. Une loi surnommée la loi Minakusakata. Elle nous passe comme ça, là on ne sait même pas qu'il y avait déjà une loi qui a été transmise au gouvernement. Et puis il y a un membre du gouvernement qui transmet aussi ses avis en catimini, des trucs comme ça. On veut nous faire adopter un truc comme ça. Et vous avez vu que ce n'était pas simplement nous. Heureusement, nous de l'opposition à l'époque, nous avons fait une déclaration, mais que la population nous a suivis. Oui. Et nous remercions sincèrement la population. Aussi, c'est pour ça que j'ai dit, parfois ces jeunes gens qui sont à 12e rue, ils ont certains mal nécessaires. À la 10e, c'était mal nécessaire. À l'UDPS. Oui, c'était mal nécessaire parce qu'il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas tolérer. Ils se sont mis devant pour cette affaire. La loi, là, on n'en parle plus et on n'en parlera plus jamais. Parce que c'était une loi pour protéger les margots, les voleurs. Comment ça? Mais lorsque vous dites déjà dans leur coalition que les ministres de justice viendra du FCC, ok? Oui. Et puis au même moment dans la loi, on dit que les ministres maintenant, on lui donne le pouvoir d'arrêter même un procès qui est en cours et de ramener les dossiers. Ça veut dire quoi? Que tous ces criminels là, qui ont été cités même par la communauté internationale, ne seront jamais poursuivis. C'est ça, bref, je ne vais pas entrer en profondeur. Ça a été stoppé net. Non, mon cher ami. Je pense que même la population congolaise est éveillée maintenant, elle a voulu ces changements. Deuxièmement, nous sommes là, en période de Covid, où on nous dit que ce sont les présidents des groupes parlementaires qui nous représentent à certaines sessions, et avec un membre, et puis finalement un autre membre, on alterne, parce que c'est la période de la pandémie de Covid, il faut être état d'urgence pour garder les distanciations sociales dans l'hémicycle. Oui. Mais heureusement, moi ce jour-là j'étais dans l'autre salle avec gens de ma sous-commission en train de travailler. Mais nous apprenons que Madame Mabunda est en train de faire voter une décision, là comme quoi on entérine Malonda. Nous sortons, nous entrons pour savoir de quoi il est question. Elle est en fuite avec son groupe. Elle est en fuite? Non, j'appelle ça la fuite parce que, vous savez, elle a dit une histoire que les gens n'ont pas suivie. Elle a dit un Tokima. Parce qu'elle a vu que beaucoup de députés commençaient à venir. Okay. Elle a soufflé à ces hommes et Tokima. Ils sont partis. Je vous dis des choses que je n'aurais pas pu vous dire. Là, je parle vraiment comme un ingénieur, pas comme un homme politique. Nous venons, non, elle était en train, elle a demandé au rapporteur de lire
les procès verbaux de la réunion de confession religieuse. Alors nous disons, mais qu'est-ce que nous avons à voir avec les procès verbaux de la réunion de confession religieuse? Et puis, quelque chose qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour d'une plénière. Ça, c'est vraiment des tricheries. Vous ne pouvez pas venir débattre des choses qui ne sont pas inscrites à l'ordre du jour d'une plénière. Bon. Et puis, finalement, à la fin, il a dit, quand le rapporteur a cessé de lire, il a dit, adopté. Qu'est-ce qui a été adopté par qui? Entre-temps, il a formé un groupe de députés, il a formé malignement un certain groupe de députés de PPRD là-bas, et qui sont pour, ils ont soulevé leurs doigts. Et puis l'autre partie de la moitié de la salle était vide, parce que les gens ont respecté des consignes. Terminé, l'Assemblée a entériné la candidature de Malonda. Donc c'était passage à force. Ça, non, c'est pas passage, c'est des comédies. Ce n'est même pas passage à force, c'est des comédies. Est-ce que nous pouvons être là quoi, en tant qu'élus du peuple pour faire la comédie au niveau de l'Assemblée nationale? Non. Sérieux. À notre âge, 60 ans révolus, tu vas faire la comédie. Mais qui va arranger ces pays demain? Donc, c'est parti. Heureusement pour nous que le chef de l'État a eu ce réflexe de dire, quand je lis même les fameux procès verbaux, il n'est pas signé par des personnes attitrées, habilitées à signer. Donc il faut faire les choses un peu correctement. Il a renvoyé. Mon cher, on a eu la vie sauve. Aujourd'hui, on nous aurait imposé Malonda. On l'aurait entériné Malonda serré là pour faire ce théâtre habituel comme ils ont fait avec Ngoï Mulunda et plutôt Nanga et les autres. Corneille. Et les autres qui les ont accompagnés. Donc, voilà des choses que nous étions en train de vivre. Et tout ça, c'était des frustrations. Il ne faut pas parler, mais il faut laisser passer. D'autres frustrations, c'est quoi? Nous sommes dans une assemblée, chaque député a le droit de prendre la parole pour donner un avis. Même si d'emblée, vous savez que l'avis des candidats va être un avis à côté ou bien il va nous attaquer. Laissez-les parler. Oui. Il est venu pour ça à l'Assemblée. Laissez-les parler. Et puis, il y a des gens qui ont quand même une certaine expertise comme nous. Excusez-moi, ce n'est pas pour... Non, mais ça, on vous le reconnaît. Je voulais dire, quand nous entrons dans l'hémicycle là, il n'y a pas 5 personnes qui ont de l'expertise dans les domaines des ressources hydrauliques et de l'électricité, comme Foumani, comme Kodoro, etc. Parce que nous avons passé toute notre carrière, 29 ans, des carrières avec des promotions, avec des conférences, avec des trucs comme ça, dans ces domaines-là. Donc, les amis ont quand même... Ils ont droit à l'information. S'il y a quelque chose qu'on doit donner pour notre contribution, qu'ils nous écoutent, nous qui sommes leurs experts. Mais ça, non, parce que quand tu as demandé la parole, elle prend, la présidente, elle regarde, tu es de l'opposition, elle met d'abord de côté. Ok. Oui, et puis elle accorde d'abord, après, des SMS entre eux, là, l'affaire est terminée, la séance est clôturée, on est resté frustré. Si tu regardes très bien, on a eu des sessions, je pense 4 ou 5 sessions, je suis intervenu 3 fois. Ce n'est pas que je ne voulais pas intervenir. Non, mais vous n'aviez rien à dire. Mais il n'y a pas de problème, je n'ai rien à dire, je suis étonné. Mais 3 fois. Vous pensez vraiment que si je n'ai rien à dire... Mais vous êtes à 500 lorsqu'on vote les budgets, j'ai manqué mot à dire pour mon Vous êtes à 500. Nous sommes à 500, il faut que tout le monde intervienne. C'est impossible. Si, c'est possible. C'est pas impossible. C'est possible. Il faut que... Et puis, il y a des sujets qui ne demandent pas que nous puissions intervenir tous au cours d'une même plénière. Au fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être 15-20 collègues qui demandent la parole. Et quand, par exemple, toi, tu as pris la parole avant moi, que je vois que la matière sur laquelle je voulais est déjà vidée, je ne prends plus la parole. Ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est qu'il y a certaines matières pour lesquelles il faut donner l'avis du groupe parlementaire. Donc, nous nous réunissons déjà comme groupe parlementaire et nous disons, les porteurs de notre voix, c'est Valinda. Nous lui donnons la matière. Voilà. C'est comme ça s'est passé. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis désolé de voler tout ça ici. Mais nous sommes venus là pour légiférer. Et faire des lois, les lois que les Congolais attendent. Bon, nous devons aller quand même rapidement parce que... Par exemple, la loi sur la CENI, les rapports de la CENI sont là depuis plus d'une année. Mais jamais programmés. Tu peux m'expliquer? C'est ça des lois que les Congolais attendent. Mais ces lois sont là, dans les tiroirs. On ne les analyse pas, on ne les examine pas. Par la simple volonté du bureau. Alors maintenant, je comprends qu'il fallait ce que vous appelez des révolutions lorsque le mal persiste. Alors maintenant, on en est là. Il y a une nouvelle coalition majoritaire qui s'est formée. Et c'est la dernière question. Comment ou quelles sont des personnes, selon vous,
qui doivent figurer dans le gouvernement qui sera mis en place après toute cette révolution que vous, députés nationaux, vous avez apportée. Quel type de personnes il faut au gouvernement pour mener une action en faveur du Congolais? Ok, merci. Cette question-là, elle appelle de ma part d'abord un commentaire. Je pense que la révolution dont je parle ici ne se limite pas au niveau du gouvernement, au niveau du bureau de l'Assemblée, au niveau des entreprises, non. C'est une révolution qui doit aller jusqu'au fond. Parce que vous savez que 80%, si pas 90%, des administrateurs des territoires, des chefs de secteur, des chefs de division, des trucs comme ça que nous avons, ce sont les gens des PPRD. Ok. Ce sont les gens des PPRD. Ils ont eux, leur façon à eux de voir les Congos. Qu'ils ont amené, qui nous a amené nulle part. La prédation. Oui, donc la corruption, les manques de pitié envers la population, la prédation comme vous l'appelez, etc. Une justice à double vitesse. Vous savez, moi, je vous dis des choses. Moi, on a failli m'empoisonner, on a arrêté les gens qui ont failli m'empoisonner. Mais vous savez, la justice, là, elle est allée très loin après, c'est sur les gens des PPRD que les ont grondés, ils ont laissé tomber les dossiers, ils m'ont dit, Fumani, on n'en paie rien. Nous avons notre carrière à protéger. Excusez-moi, il y a des choses qui ne sont pas... Chacun de nous a un problème avec ces régimes. Alors, il faut aller en profondeur. Les gouverneurs là que nous avons, les 90% des gouverneurs que nous avons dans la République démocratique du Congo, sont venus là comment? Oui, bon, ça, ils sont déjà là. Je n'en disconviens pas. Que ça doit maintenant, l'homme qu'il faut maintenant... Non, je vais te dire. Pour le chef de l'État, admettons, vous êtes nommé Premier ministre. Quel type de ministre vous avez besoin d'à côté de vous? Et puis après, je reviens vers vous. Dans ma province, mon regroupement politique, c'est le regroupement politique les plus populaires, qui a le plus d'assises, qui a le plus de députés provinciaux. Avec Mabaya? Oui. Mais 8 députés provinciaux, mais les gens qui prennent la tête de la province, c'est les gens qui ont des députés. Des députés de PPRD, un des vieux gouverneurs de la province. Ça obéit à quelle logique? Les PPRD n'a que 2 députés dans les Kouilou, mais c'est lui qui prend la province. Et AAA depuis Soumabilou a 8 députés, ACC de Mabaya a 8 députés. Ni gouverneur, ni vice-gouverneur. Et même pas de ministre. Des frustrations donc. Donc, maintenant, je reviens à votre préoccupation. Il faut des personnes, il faut bien regarder. Première chose, les Congolais, je ne mâche pas les mots, les Congolais n'ont plus envie de voir certaines figures. Si le président de la République et tout ça, il oublie, il dit non, peut-être qu'il connaît quelqu'un parce qu'il a entendu parler ou bien quelqu'un veut les flatter, il prend une vieille figure, il glisse dans les gouvernements, c'est déjà tous les Congolais qui vont bouder. Et regardez quand nos amis députés d'autres, si elles sont venus nous rejoindre dans l'Union sacrée, vous avez vu les mécontentements de la population. Il faut écouter la population, nous sommes là pour elle. Quand nous nous sommes battus pour signer la pétition contre le bureau Mabunda, et ils nous menaçaient des morts, des morts, monsieur, vous allez mourir. Et puis 2 semaines après, on les voit venir. Peu importe, mais j'ai dit, ils ont peut-être dans les regroupements politiques, dans leurs trucs, là, dans leurs provinces, dans leurs quoi là, des gens intelligents, des gens qui n'ont pas les mêmes comportements que eux, des gens qui ne se sont pas salis dans la vie, des gens qui n'ont aucun contentieux avec la population congolaise. C'est la peuvent occuper. Je connais quand même un peu de nouvelles figures. Donc ils peuvent recommander. Oui, voilà. Pas recommander, ils peuvent choisir des gens. Oui. Parce que quand on demande aux gens de recommander, ils prennent les dialélos là. C'est lui qui chante pour lui chaque matin quand il arrive. Mais il faut vraiment des critères de compétences. C'est justement ces critères-là dont nous avons besoin. Il faut primo des critères de compétences. Les messieurs à quelle formation? Les cas que nous vivons, par exemple, aujourd'hui, vous prenez un ministère technique, vous le donnez à un juriste, il n'est rien contre les juristes. Mais vous prenez, mais ces messieurs-là, vous lui donnez un ministère compliqué. Il y a des termes qu'il ne connaît même pas. Les concepts de ces termes-là. Moi, j'ai été à Bandundu dans une conférence. Un ministre des Ressources hydrauliques et électricité m'a dit ingénieur, qu'est-ce qu'on appelle énergie renouvelable? J'ai dit, vous venez de la mission, j'ai dit, écoute ce que ton ministre me demande, mais j'ai pitié. Je lui ai dit simplement ça. Donc, il faut d'abord des compétences. Laquelle la formation de base de la personne. La personne doit avoir des prérequis, ce qu'on appelle les prérequis dans le monde entier. Des prérequis. Deuxième chose, la personne doit avoir un cursus professionnel suffisant pour que ce ne soit pas quelqu'un qui, dans sa vie, depuis qu'il n'a jamais animé une conférence sur l'électricité.
Il ne s'est pas fait des différences entre kilowatts et kilowattheures. Ce principe, ça vient d'où? Ça lui tombe comme ça, on a écrit pour lui, il vient lire en bon français comme vous, les journalistes et les juristes. Vous aimez bien lire, non? Vous n'êtes pas comme les ingénieurs. Pour lire avec un bon français, après on dit, bon voilà les messieurs qu'il nous faut. Non, monsieur, il n'a rien dans sa tête. Il lui manque ce que j'appelle les prérequis. Il faut donc quelqu'un qui a un cursus bien connu. Ensuite, il faut quelqu'un qui a une probité morale. Ici, il y a plein de gaillards qui ont volé ici. Quelqu'un, on lui donne une entreprise, Sonal, n'importe quoi, etc. Il vole un jour, il disparaît. Vous n'avez pas volé à la SNEL? Moi? Et pourquoi j'ai été 3 fois administrateur d'état technique à la SNEL? Pourquoi j'ai été 3 fois directeur urbain pour la ville de Kinshasa? Si j'ai volé. Et il y a plein de Congolais, pourquoi on fait toujours appel à Fumani quand ça n'allait pas? On fait appel à un voleur. Tu peux m'expliquer ça? Impositivement que tu es bloqué. Donc, non, je ne suis pas bloqué parce que vous connaissez le système. Chaque fois que ça s'est bloqué, et moi j'étais déjà parti. Moi je suis, jusqu'à ce que je suis arrivé PCA là, je suis devenu PCA à la Régie des eaux. Et quand j'ai démissionné personnellement, hein, oui. Je peux vous dire les raisons qui m'ont poussé à démissionner. Hein. Il y avait des raisons. D'abord, je voulais faire la campagne, mais deuxième chose, c'est cette histoire des entreprises publiques. On ne s'est pas entendu avec les gens qui menaient l'affaire. Les gens, quels gens? Non, je ne vais pas citer leurs noms. Mais un parti? Non, les non, gens du parti? Non, les autorités. Les ministres? La transformation des entreprises publiques. Et moi, j'étais PCA. Pour transformer la Régie des eaux, moi, j'avais une vision, et là, il y avait une autre vision. Mais on a fini par me donner raison par la suite. Mais enfin, ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Je laisse tomber. Et je ne peux pas travailler avec des gens quand je sais qu'au-dessus, on ne s'entend pas bien. J'ai dit, moi, je suis ingénieur, je suis agent de la SNEL, je quitte. Et j'ai quitté. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai quitté, en tant que PCA, je rentre à la SNEL. Vous savez ce qu'on est venu me dire? S'il vous plaît, ça ne va pas de la ville de Kinshasa. Si vous n'êtes pas là, ça ne va pas. Reprenez. J'ai refusé, j'ai dit aux gens, avec les rangs que j'ai occupés, et mon âge, j'avais déjà plus de 50 ans. À mon âge, j'ai fait encore l'exploitation, tourner à gauche, comme je le faisais par le passé. Non, on m'a dit, Fumani, nous te demandons pardon. Demandez à M. Makombo, qui est PCA de la SNEL, de la SNEL. Mon Dieu, nous te demandons pardon, viens nous aider. Madame Moukala et Hortense m'a pris pendant 2 heures dans son bureau pour dire, Fumani, il n'y a personne d'autre. J'ai accepté. Ils savent quand j'ai accepté, qu'est-ce que j'ai fait pour la ville ici. C'est pourquoi tout le monde est sécuritaire. Ouais, Fumani, il faut que... Même les agents, c'est la même chose. Donc moi, si je n'étais même pas un voleur, je ne vole même pas. Je gagne mon argent normalement avec mon salaire et tout. Et puis en tant qu'ingénieur, j'ai de la jugeote pour faire des choses en dehors de ça. Mais je vis, je scolarise mes enfants et je vis. Donc, si j'étais un voleur, on ne serait pas en train de me réclamer même aujourd'hui. Donc il faut des gens qui ont une probité morale. Il faut des gens qui ont une probité morale. Mais nous connaissons plein de gens parmi nous là qui ont géré des entreprises, il n'a fait qu'une année, il a volé. Et il a fui. Et comme étant FCC et tout ça, protégé, personne ne l'a jamais entendu. Les dossiers sont en justice. C'est la fin de notre magazine, malheureusement. Vous avez beaucoup à dire. Non, mais j'ai une chose à dire, la toute dernière. Ok. La personne doit comprendre cette histoire de l'union sacrée, c'est quoi exactement. Ok. Il faut pas que ça ne doit pas être des gens qui viennent faire les malins pour vérifier, pour prendre des informations, pour torpiller. Que ce soit des gens convoqués comme nous l'avons été dès le départ pour dire ça ne va pas au pays, nous devons changer les choses. Okay. Et il n'y a que nous qui devons changer ces choses. Nous sommes lancés dedans, tête baissée, et nous sommes déterminés à ce que les choses changent. C'est pourquoi tu vas voir que même l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est une autre dynamique qui naît là-bas. Oui. Il n'y aura plus de pitié pour un ministre parce qu'il est ACC, comme c'est l'union sacrée, on va le protéger. Okay. Il est UNC, il est UDPS, il est MLC, il est dynamique. Non. Aujourd'hui, vous venez vous travailler, monsieur. Vous ne voulez pas travailler. S'il faut vous convoquer, vous inviter dans les commissions 1000 fois, on va vous inviter 1000 fois. Et si vous tombez sous le coup des députés, on va demander votre départ. Et si le Premier ministre qui va venir ne nous présente pas de satisfaction, il veut nous faire un programme théorique. On met des théories là, tiens, on va faire ceci, à la fin il n'y a rien. Non, c'est pourquoi nous décidons que la plupart des projets qui vont figurer au programme du gouvernement doivent partir de nous les députés. Okay. Oui, ça ne peut pas venir de seulement de... Parce que nous sommes porteurs des projets de la population. Tout à fait. Nous donnons ça au gouvernement, le gouvernement va les compiler et va revenir avec pour les valider au niveau de l'Assemblée. En sorte que les gens ne mettent pas des théories, j'ai dit bien des théories. Moi j'ai vu des théories dans mon domaine d'électricité et des ressources hydrauliques. Jusqu'aujourd'hui, des années sont passées, on n'a même pas imaginé une telle chose. Il n'y a aucun village qui a l'électricité dans ce pays. Merci beaucoup. Alors c'est Premier ministre sera toujours... Vous faites partie d'un regroupement politique, bien sûr, que vous partagez avec Lissanga Bonganga.
Le président, c'est Mabaya Gizi. Oui, le sénateur. Oui. Mais apparemment, vous ne voyez pas les choses de la même manière quand on parle de l'Union sacrée avec l'Isanga Bonganga, l'Union sacrée de la nation, l'Isanga Bonganga. Apparemment, c'est des vues qui ne vont pas de pair. Je ne vais pas vous parler de l'Isanga Bonganga. Tout le monde les connaît dans cette république. Okay. Je ne vais pas vous parler de l'Isanga est venu chez nous. Nous l'avons accepté malgré nous. Je me rappelle qu'un jour, mon président lui a dit, en face, moi j'étais là, il a dit, si je m'affiche avec toi qui quitte, c'est fini, ma carrière politique est terminée. Comment ça? Hein? Il lui dit ça en face? Oui, oui, nous sommes des hommes de haute moralité, s'il vous plaît. Nous sommes des gens, nous disons aux gens que nous sommes des gens de haute moralité. Oui. Et la présence de l'Isanga à nos côtés, c'était vraiment un dérangement. Lui n'a pas de moralité? Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais vous êtes des... Je dis, moi, je suis un homme de bonne moralité. Okay. Mon président, Mabaya, c'est un monsieur de haute moralité. Vous voyez d'abord comment il est posé. Okay. Tout le temps, il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit dans la politique. Il reste constant. Nous avons fait tout le temps dans l'opposition. Nous ne sommes pas des caméléons comme ça, comme ça, comme ça. Et un jour, vous avez l'impression que telle personne qui vient à changer, mais vous vous rendez compte par la que la personne n'a pas changé. Monsieur Lisanga est bel et bien membre de notre regroupement avec son parti politique. Nous sommes allés aux élections sans... Je vais vous dire des vérités maintenant, pas toutes, mais des vérités qui sont réelles. La caution de l'Isanga a été payée par Mabaya. La caution. Comment ça? Lui, ministre de son État à l'époque. Et président d'un parti politique. Oui, oui. C'est M. Mabaya qui a payé sa caution. Et pour qu'il aille aligner, nous avons dit qu'il nous aligne quelques candidats au niveau de l'Équateur. J'ai dû payer de l'argent que j'ai payé chez ma femme pour lui donner pour aller payer et qu'il n'a jamais remboursé. Alors qu'il était ministre? Ministre de son État. Laisse-moi parler. Monsieur Lisanga n'a jamais cotisé un seul fonds au niveau de l'ACC. Depuis que notre regroupement existe, M. Lisanga peut vous présenter un reçu où il a donné même $500 ou $100 pour que les regroupements puissent vivre. Alors que les sièges que nous occupons, nous les louons. Les sièges que nous louons, ce n'est pas notre maison à nous. Donc, il nous met vraiment en difficulté. Ensuite, M. Lisanga n'est plus de l'ACC, il a fui l'ACC il y a longtemps. M. Lisanga est allé, il est devenu conseiller en stratégie du coordonnateur de l'AMOCA. Nous ne sommes pas signataires de la charte de l'AMOCA. Quand vous avez vu le SCONAC, les gens ont créé l'AMOCA, vous avez vu Mabaya là-bas? Vous avez vu ACC? Non. Mais nous sommes des opposants qui partageaient la même vision que l'AMOCA. Et monsieur est devenu conseiller en stratégie du coordonnateur de l'AMOCA sans en avoir obtenu au préalable l'aval de notre regroupement politique. Dès lui-même, nous l'avons fait des remarques et monsieur s'en foutait de nous. Ah bon. Ensuite, monsieur a créé ce qu'il appelle la DISOC. Vous les voyez en train d'aboyer tous les jours, il parle, il n'aboie pas. De parler tous les jours. Et tout ça. Il n'a jamais, il n'a jamais informé l'ACC. Jamais obtenu l'autorisation de l'ACC. Donc il s'est comporté comme ça depuis tout ce temps. Simplement, d'abord, il était frustré du fait que nous sommes allés aux élections. Il n'apporte même pas 1000 voix. Même pas 1000 voix? Non, pas du tout. À Kinshasa, à l'Équateur? Non, ce n'est pas lui. Lui, en tant que candidat. En tant que candidat, je suis président d'un parti politique, je vais dans ma circonscription électorale. Le minimum pour moi, c'est de gagner des élections. Donc il ne pèse pas. Si je ne gagne pas les élections dans ma circonscription électorale, mais je ne vaux pas la peine. En tant que président d'un parti politique, en tant que secrétaire général d'un parti politique. Donc il faut se taire? Alors maintenant, monsieur ne cotise pas, monsieur n'a jamais amené des voix, monsieur n'est pas député, monsieur... il y a tous ces éléments-là. Mais monsieur a affronté l'ACC tout le temps. Nous lui avons fait des remarques, il ne veut pas changer. Jusqu'à aller dire que Mabaya s'auto-exclut du fait d'avoir aligné les regroupements à l'Union sacrée. S'il vous plaît, il ne connaît même pas les principes. À l'Union sacrée, nous les députés, nous adhérons individuellement. Quand nous sommes allés signer la pétition, M. Lisanga n'était pas là. Il n'est pas député. Moi, je suis allé signer, je suis au numéro 17. Il fallait l'associer quand même. Je vais associer comment il n'est pas député. Mais je ne peux pas associer mon président qui est sénateur pour qu'il fasse quoi. Moi, en tant que député, conscient de mes responsabilités, regardez, je suis 17e sur la liste de la pétition. Donc, et après, j'ai fait les rapports à mon regroupement politique pour dire, je viens de signer. N'en déplaise à qui que ce soit, mais moi, je signe. Bon, alors maintenant, les autres collègues acceptent de venir aussi. Et le président est obligé de... Nous avons été invités par l'informateur. Il fallait que nous donnions une position. Nous avons eu 3 fois des réunions avec procès verbal à l'appui.
3 fois des réunions, et même le jour où on nous a appelés, nous avons une petite concertation avant d'aller chez lui, pour prendre une position. Les premiers jours, nous avons dit au président, vous allez poser toutes les questions possibles à l'informateur, des questions qui nous préoccupent, nous ne signons rien. Nous lui demandons 2 ou 3 jours pour venir réfléchir avec tous les cadres. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes rentrés, on devait passer un lundi, mais le président était éprouvé, il était à Massimanimba, puis il est revenu, nous sommes passés un mardi. Et puis, un mardi, nous avons dit, nous avons réuni les gens, les cadres, la conférence des présidents, nous avons décidé. L'Isanga ne vient jamais aux réunions, il ne pouvait pas venir. Je peux vous dire encore une chose qui va vous choquer. Nous avons déjà interdit à l'Isanga de mettre son pied au siège. Non. Là, c'est une exclusion déjà. Les mal étaient profonds parce qu'il y avait même des choses, des problèmes de conduite. Vous savez, moi, je ne peux pas rester au siège du parti jusqu'à 22h, 23h et faire entrer dans les sièges des personnes indésirables. Je ne sais pas ce que vous avez compris. C'est-à-dire quoi? Des personnes indésirables. Des jeunes filles. Oui, par exemple. Je ne dis pas que c'est ça, mais je dis par exemple. Et donc, nous, en tant que chrétiens, la moralité. Chez nous, la moralité prime. Parce que vous savez, si vous voulez faire des choses auxquelles les gens croient, que vous-même vous ayez l'amour des autres, vous devez avoir une bonne moralité. Je ne sais pas, l'Isanga n'est pas partagé avec nous, l'Isanga n'est pas majoritaire dans cette affaire-là. L'Isanga n'est qu'un membre sur les 5. Si 4 ont décidé, son point de vue ne compte plus. Merci beaucoup, honorable Foumani. C'est pratiquement la fin de ce magazine. Nous vous recevons pour la première fois, mais nous croyons que la porte est grandement ouverte. Merci. Revenez de temps en temps pour nous parler des Gungu, des Bulungu, des Kikuitu, du Grand Bandundu, pour nous parler de toutes les questions de développement de ce pays, parce que vous en avez l'expertise. Et merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Gungu, Bulungu, Mukedi, Lusanga, vous qui nous avez suivis ici à Kinshasa et dans les grandes capitales du monde.